Bonjour, nous sommes ravis d'être là toutes les deux aujourd'hui pour vous présenter l'intérêt et le circuit diagnostique, en particulier le diagnostic moléculaire dans le cadre des pathologies de la muqueuse buccale et des dents, à la fois du réseau ORAR et du réseau OSCAR. Alors, en préambule, pour commencer, je voulais vous donner des clés pour comprendre l'ensemble des processus biologiques que croise la dent au cours de son développement et qui justifient finalement le croisement de nos activités. Alors, cette dent a une origine double, les crêtes neurales céphaliques, et ces cellules vont quitter la crête pour aller vers le premier arc pharyngé, où elles vont interagir avec l'ectoderme oral pour initier le développement dentaire. Et c'est cet ectoderme oral qui va donner les premières instructions sous forme de molécules signal, FGF8, BMP4, pour initier ce développement. Les potentialités dentaires sont ainsi restreintes à la cavité buccale. Suite à ces premiers signaux, vont apparaître ensuite une expression différentielle de gènes à homéoboîte divergents qui vont constituer une espèce de code et d'informations de position qui vont déterminer à la fois la place, mais aussi le type de dents qui vont être réalisées, initiées dans ces différentes régions. Alors le développement dentaire commence à partir d'une placode et suit tout à fait le développement des placodes vers des morphogénèses spécifiques à travers différents stades. Et l'interaction entre la partie ectodermique et la partie ectomésenchymateuse, finalement, elle se fait au travers des interactions épithélio-mésenchymateuses qui sont communes au développement de nombreux organes qui utilisent ces modalités, ce qui explique aussi pourquoi, lorsque ces interactions sont perturbées, on peut avoir des anomalies qui vont toucher notamment la peau, les dents, les poils, les glandes salivaires, les glandes sudoripares, dans la grande famille des dysplasies ectodermiques. Alors vous le voyez ainsi, ce dialogue entre fait intervenir à la fois les grandes voies de signalisation, sous la forme de molécules signal, BMP, FGF, Sonic, Wnt, et en réponse, des facteurs de transcription qui vont faire voyager le message vers le noyau, moduler l'expression de gènes cibles et faire un retour vers les grandes voies de signalisation. Ces grandes voies elles sont partagées par le développement de nombreux organes et systèmes, ce qui aussi fait de la dent un croisement dans les anomalies du développement. Chacun de ces compartiments va être à l'origine de cellules hautement différenciées, les odontoblastes du côté ectomésenchymateux et les améloblastes du côté ectodermique, qui vont chacun synthétiser des matrices hautement spécifiques qui vont se minéraliser. Et finalement, c'est cette minéralisation qui va fixer dans le temps les anomalies. Et en pathologie, on est un petit peu en paléopathologie, en regardant les dents, en ayant connaissance de ce programme et de tous les effecteurs biologiques qui vont intervenir. On sait que la modulation de ce programme peut produire des dents plus ou moins grandes, plus ou moins volumineuses, avec émail, sans émail, et c'est ce qui contribue à la diversité des dents dans le règne animal, mais c'est aussi en pathologie humaine ce qui va conduire aux anomalies du développement dentaire que l'on retrouve dans les maladies rares. Donc, quand on dit anomalie dentaire, pour resituer un petit peu ce que vient de vous présenter dans la partie développement Agnès, il y a beaucoup de choses. Et c'est lié au fait que cette dent est formée donc très précocement en stade du développement chez l'humain et correspond à plusieurs tissus qui vont effectivement hautement se différencier. Alors, classiquement, chez nous, en bucco-dentaire, on classe les anomalies de cette façon-ci, des anomalies de développement, des anomalies de structure, des anomalies d'éruption et des anomalies du parodonte. Alors, on vous a mis pour illustrer quelques exemples cliniques rapidement. Dans les anomalies de développement, les anomalies de nombre les plus fréquentes sont les manques de dents, ce qu'on appelle les agénésies dentaires. Ça peut toucher 1, 2, 3 dents, ce qui n'est pas très handicapant pour le patient, jusqu'à l'anodontie complète, donc l'absence totale de dents. On peut avoir des anomalies de taille, des anomalies de forme,
et des anomalies évidemment de nombre par excès. On rentre ensuite dans les anomalies de structure, donc l'émail et la dentine, donc les deux tissus les plus prépondérants pour la dent, mais également souvent associés pour la dentine à des anomalies de sément, dont on reparlera un petit peu plus tard dans la matinée, et qui s'expriment effectivement intrinsèquement dans les tissus dentaires, le tissu de surface, l'émail, ou la dentine ici présentée, et ici l'émail juste en dessous, pardon. Et puis, on va avoir également des anomalies au sein bucco-dentaire qui sont associées et qui s'expriment via d'autres pathologies. Ici, un exemple au niveau osseux du maxillaire chez un patient qui a atteint de neurofibromatose, ou des anomalies osseuses également chez des patients atteints ici de drépanocytose héréditaire homozygote avec des ostéonécroses. Donc, on voit qu'on a un panel très très large, issu déjà des anomalies propres à l'espace bucco-dentaire et également de tous les corrélations qu'on peut avoir avec d'autres syndromes, d'autres organes et d'autres systèmes. Et donc, il y a quelques années, et une grande partie des auteurs sont présents dans la salle, dont Agnès à ma droite et Muriel juste devant moi, ont publié ce très beau papier qui a positionné les 408 entités nosologiques qui correspondent aux malformations bucco-dentaires, incluant les tissus durs et les tissus mous qu'on peut trouver effectivement dans les cavités orales. Donc un très très gros travail qui a mis en évidence un point très important sur lequel on va passer notre temps à rebondir toute la matinée, le fait qu'au final, on a des anomalies qui sont dites isolées, mais qui ne correspondent au final qu'à 13% de ces pathologies, la grande partie de ces anomalies étant souvent donc syndromiques. Ces anomalies se retrouvent en 8 groupes qui représentent ce que je viens de vous décrire juste avant, donc je ne les repasse pas. Ce qu'il faut retenir en termes de mots-clés, c'est vraiment la première question qu'on se pose tous quand on reçoit un patient. Est-ce qu'on est face à une forme acquise ou héréditaire, bien sûr? Et la deuxième question, lorsqu'on a à peu près cerné le problème de façon héréditaire, est-ce qu'on est sur une forme isolée, et on mettra beaucoup de guillemets sur cette notion d'isolé ce matin, ou une forme syndromique? Donc, devant ces constatations, les deux filières, depuis longtemps, ont réfléchi à essayer de positionner un peu des arbres décisionnels pour comprendre ce qui se passe au niveau de ces anomalies dentaires. Donc ici, un des premiers arbres qui avait été proposé, encore une fois, par la filière Tête-Cou et par Orard principalement, avec l'exemple sur les agénésies dentaires. Et on avait essayé, enfin vous aviez essayé d'isoler effectivement ce qui était plutôt correspondant à des anomalies dites isolées. Et ce qu'on voit très vite, et si on déclinait les arbres en entier, on le verrait à toutes les strates, aussi bien pour les anomalies de structure, on retrouve en filigrane ces mêmes gènes qui vont être parfois exprimés, et donc avec des variants pathogènes qui se retrouvent dans les formes isolées comme dans les formes syndromiques. On avait fait à peu près, et peu de temps après, le même travail au niveau de la filière Oscar, en partant cette fois-ci des tissus minéralisés, puisque c'est le propre de la filière, bien évidemment, donc de l'émail, de la dentine et du sément, pour essayer de comprendre un petit peu quelles étaient ces formes dites isolées, ou en tout cas avec des portes d'entrée qui pouvaient être initialement et quasiment exclusivement dentaires, et décliner après toutes les associations qu'on pouvait trouver entre l'émail, la dentine, sément et les pathologies, soit phosphocalciques, soit des maladies osseuses constitutionnelles. Et c'est au départ de ce travail-là, je pense effectivement, qui a mené beaucoup de réflexions et qui a été là, au démarrage des collaborations, des mises en place de consultations partagées, de RCP partagées au sein des deux filières dont on va reparler au fur et à mesure. Et puis alors cette diapo, on ne s'est pas concerté, mais rebondit exactement sur le tableau que vous présentez, Myriam de Chalandard, juste avant, effectivement sur le positionnement des deux réseaux et des centres entre Orard et les centres phosphocalciques ou les autres centres de tête et cou. Quand on reçoit un patient, effectivement, nous, on va dire les chirurgiens dentistes ou les chirurgiens oraux ou les orthodontistes, pour prendre toutes nos spécialités, on est comme vous tous, on a deux catégories de patients, le patient qui se sait atteint d'une maladie rare et le patient qui ne se sait pas atteindre d'une maladie rare. Forcément, dans la partie droite du tableau, le patient qui ne se sait pas atteindre d'une maladie rare, il va falloir qu'on réfléchisse un petit peu plus, soit parce que le patient vous signale et vous rapporte des choses un petit peu hétérogènes, hétéroclites, qui ne correspondent pas à des phénotypes ou des diagnostics évidents, ou que nous, en tant que praticiens, nous observons des signes, des symptômes récurrents, sans étiologie conventionnelle, des anomalies de tissu qu'on n'a pas l'habitude d'observer. On fait tous les mêmes démarches, on cherche de l'info, on va sur Orphanet, on regarde Phénodan, on essaie d'aller participer, effectivement, d'aller lire les PNDS, de participer à des RCP, on présente les cas. Et puis quand le patient se sait atteindre d'une maladie rare, bien sûr, c'est plus facile. Et quand on a essayé de faire un peu ce tri et de savoir si on est plutôt sur quelque chose d'isolé, la porte d'entrée dentaire fait que le patient, généralement, arrive dans nos consultations des centres Orard, et que dans la majorité des cas, dès qu'on a le moindre doute ou qu'on est quand même à la frontière avec une anomalie syndromique, ou clairement dans un syndrome, bien évidemment, Orard va de toute façon interagir avec... Alors, je ne les ai pas tous mis, mais j'ai mis les principaux symboles et sigles des centres de référence et de compétences avec lesquels on travaille quasiment au quotidien, puisque vous avez vu qu'on était la dent était en interaction avec un certain nombre d'autres syndromes et de tissus.
Alors pourquoi un diagnostic génétique pour sous-tendre ça? Parce que ça va être aussi une des grosses questions de la journée, de la matinée, puis surtout de l'après-midi. La génétique, bien sûr, pour identifier le ou les gènes responsables de la pathologie, et puis pour nous aider à mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques. Et vous verrez qu'Agnès aura une remarquable illustration de ça à la fin de notre petit topo de ce matin. On a tous les mêmes objectifs avec ce diagnostic génétique qui prend de l'ampleur ces dernières années. Vous le savez tous, hein, améliorer et adapter aussi bien le conseil génétique, mais également le parcours diagnostique et de soins, et on va en voir quelques exemples tout au long de cette journée, mais adapter également les traitements et les dispositifs médicaux, et on en aura également des exemples au cours de cette journée. Le tout pour aller bien sûr vers une médecine personnalisée, c'est un petit mot à la mode, mais néanmoins vrai que je vous ai remis. Donc je vais laisser Agnès vous expliquer un petit peu la mise en place de ce diagnostic génétique au sein de Horar et de la filière tête-cou. Alors, ça fait partie effectivement de la prise en charge et du cercle vertueux autour de la prise en charge du patient qui commence avec le professionnel de santé et le patient qui vient vers nos centres. Alors, au niveau de notre filière Horar, bien évidemment, ça passe par un diagnostic clinique conséquent, avec une prise en charge du patient, une iconographie clinique et radiographique, des consentements, à la fois pour l'inscription des données dans la base de données des cas de Phénodan et pour un accès au diagnostic moléculaire. Alors, nous avons mis en place ce panel Génodan, d'abord dans un contexte de recherche et depuis quelques années transposé dans le service de diagnostic génétique des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Nous travaillons essentiellement sur la salive. Ce panel a finalement eu à la fois une visée diagnostique avec un certain nombre de gènes, il y en a 567 qui sont connus pour être impliqués dans les maladies rares à expression bucco-dentaire, et nous gardons encore un panel recherche avec des gènes qui ont été décrits comme impliqués dans les anomalies du développement de la dent, en particulier dans des modèles et des modèles murins. Donc, une fois ce séquençage effectué, il y a toute cette problématique de l'interprétation et de l'interprétation conjointe des variants et de leur superposition avec les symptômes cliniques posés par le patient. Et c'est là où la collaboration entre le biologiste moléculaire et le clinicien plus spécialisé sur le diagnostic de ces anomalies est absolument capitale. Et ensuite, en fonction des variants et de leur pathogénicité, soit un retour vers le laboratoire pour faire sens de certains variants, en particulier de signification inconnue, ou alors pour aller plus loin vers les nouveaux gènes qui seraient identifiés dans le cadre de ces pathologies. Alors il y a deux panels de ce type qui ont été et qui sont en fonction, celui de Strasbourg, je vous ai mentionné, mais aussi celui de Paris, de Cochin, animé par ma collègue. Alors, quelques résultats autour des anomalies du développement de l'émail et des amélogénèses imparfaites, où de nombreux gènes sont impliqués. Il y en a plus de 100 à l'heure actuelle connus, soit dans un cadre non syndromique, soit dans un cadre syndromique. Je partage l'opinion de ma collègue que la frontière est vraiment très, très fine entre les deux. Nous avons un taux de rendu diagnostique de première intention d'à peu près 60%. En mélangeant finalement l'entrée entre les patients dits isolés et ceux dits syndromiques. Vous voyez, il y a certains gènes qui ressortent, comme MMP20 ou un FAM, qui est aussi très intéressant dans le syndrome émaillerain. Alors, à l'occasion de cette journée, on a essayé de superposer nos résultats avec Agnès. Donc ici, je vous présente les résultats du panel, on va dire, parisien, même si on reçoit bien sûr des demandes de toute la France via la filière Oscar, en faisant un focus sur les amélogénèses imparfaites. Donc la grosse différence entre nos deux panels, c'est que le choix qui a été pris
au travers de la FHU parisienne, donc des cliniques et des chirurgiens-dentistes parisiens, et puis de la filière Oscar, c'était de faire une entrée effectivement pour les anomalies plutôt isolées, puisque via Oscar, on avait déjà accès à plein de panels pour toutes les formes syndromiques, MOC ou phosphocalciques. Donc on a des gènes qui sont en commun, mais le panel effectivement parisien ne compte qu'une vingtaine de gènes, mais vous allez en retrouver certains qui sont équivalents à ceux que vient de vous citer Agnès, notamment effectivement FAM83H ou MMP20, qui ressortent effectivement assez majoritairement dans nos deux cohortes. Et donc un taux de rendu qui est un peu plus élevé que le panel de Strasbourg, puisqu'on est beaucoup plus ciblé en termes de porte d'entrée, donc ce qui est complètement cohérent avec les pratiques. Donc finalement, à quoi ça sert d'ajouter un diagnostic moléculaire au diagnostic clinique? Justement, d'identifier les patients qui pourraient non pas présenter des anomalies de l'émail isolées, mais plutôt des anomalies dans un cadre syndromique. C'est le cas pour ce jeune patient qui est venu avec des problèmes de l'émail, adressé par ma consoeur, le docteur Drose de Nancy. Et puis devant l'identification d'une mutation dans le gène CNLM4, le diagnostic a été élargi à un possible syndrome qui est une rétinopathie avec amélogénèse imparfaite. Effectivement, suite à une consultation au Cargo, le centre de référence des maladies ophtalmiques d'Hélène Dollfus, cela a été confirmé et donc il y a une prise en charge du patient beaucoup plus large qui a pu être réalisée. L'autre exemple, c'est la reconnaissance de l'association entre une épilepsie précoce, réfractaire aux antiépileptiques conventionnels, et des défauts de l'émail qui dirigent vers le syndrome de Colschutter-Tons et le gène ROCD, pour lequel, une fois qu'on reconnaît ces deux symptômes associés, on peut assez facilement poser le diagnostic clinique confirmé par le diagnostic moléculaire. Voilà, on peut aussi changer un diagnostic, puisque là, ce sont deux patients. Celui du bas présente une mucopolysaccharidose de type 4 et celui du haut, une dysplasie spondylo-épiphysaire. Et une fois le diagnostic moléculaire obtenu via le panel Génodan, nous avons des mutations dans le même gène qui effectivement est responsable de la mucopolysaccharidose de type 4. Alors le patient adulte présentait des symptômes qui sont compatibles avec ce diagnostic, mais n'avait jamais été diagnostiqué comme porteur d'une mucopolysaccharidose. Donc lui aussi a pu bénéficier d'un diagnostic élargi via les centres de référence compétents. Et si on change le diagnostic, on peut éventuellement changer la prise en charge du patient. On peut orienter cette prise en charge. Là, c'est un exemple où on a des anomalies de l'émail de la dent très caractéristiques avec une macrodontie qui touche en particulier les secteurs canine et molaire, une globodontie. Donc, on va très rapidement aller vers le diagnostic de syndrome autodental si on reconnaît cette pathologie qui est due à une délétion du gène FGF3 et qui est associée aussi à des problèmes d'audition. Donc là aussi, on va vers ce diagnostic élargi dont a bénéficié ensuite cette famille. Le conseil génétique, il est évident pour vous tous. Dans le cas des agénésies dentaires, celles-ci sont souvent pensées comme isolées. Et chez cette fille qui présentait quelques agénésies, finalement, le diagnostic de mutation dans EDA oriente vers une femme dite vectrice qui peut transmettre la mutation à des enfants à venir, en partie des garçons, qui exprimeront complètement le spectre clinique de la maladie. Donc le diagnostic et le conseil est très important, en particulier dans le cadre de ces agénésies dentaires qui sont loin d'être isolées. On peut aussi identifier de nouvelles maladies, de nouveaux gènes. Je vous ai parlé de cette association entre épilepsie et puis anomalie de l'émail, en regroupant les familles
les individus atteints qui présentaient ces symptômes, mais qui ne présentaient pas de mutation du gène ROCD, en collaboration avec une équipe autrichienne. On a pu mettre en évidence un autre gène impliqué dans l'épilepsie, qui est un transporteur SLC13A5, et qui est responsable de cette association. Vous voyez là, la mélogénèse imparfaite est un petit peu différente. Il y a plutôt un manque d'émail, alors que dans ROCD, c'est plutôt un défaut dans la maturation, la minéralisation de l'émail. Donc rien qu'avec le phénotype clinique, on peut différencier et discriminer vers le diagnostic génétique. On peut identifier des phénotypes plus discrets. Et donc ça, c'est une patiente qu'effectivement qui avait une dysplasie squelettique qui avait été vue dans le réseau MOC, et puis pour lequel le diagnostic n'avait pas été posé parce que le phénotype était très, très discret, en particulier la rétrognathie mandibulaire. On avait identifié cette mutation dans ce nouveau gène qui a été confirmé par l'équipe parisienne. Et donc le papier a été orienté vers les signes discrets, plus discrets, on va dire, que peuvent présenter les patients et pour lesquels les anomalies dentaires peuvent être contributives du diagnostic. Je crois que ce qui est très important, c'est d'aller vers, finalement, en reconnaissant ces anomalies dentaires, d'aller vers les corrélations phénotype-génotype, puisque en particulier pour ces anomalies de l'émail, ce n'est pas si évident. Diapositive suivante. Et permettre d'orienter, de reclassifier ces anomalies, de mieux les connaître et de faire évoluer les classifications et la nosologie les concernant. Voilà, donc pour conclure, on voulait mettre quelques dias, mais je crois que le temps est déjà imparti sur le PFMG et l'implication, effectivement, et l'entrée de la préindication aux rares et des maladies orales à expression dentaire rare syndromiques dans le PFMG. Mais on aura l'occasion d'en discuter cet après-midi. Mais donc effectivement, la filière tête et cou et le CRMR rare s'inscrivent maintenant parfaitement dans ce plan avec une RCP nationale et des premières familles en analyse aussi bien sur Sequoia que sur Oragen. Donc voilà, on aura l'occasion d'en discuter plus cet après-midi. Si tu veux remercier. Des remerciements à toutes les personnes qui ont travaillé au développement de ces outils et qui nous accompagnent. Voilà, et moi effectivement la même chose, bien évidemment, rapidement, sachant qu'on oublie sûrement plein de gens, mais voilà, ils se reconnaîtront tous pour participer à cette belle aventure. Est-ce qu'on a le temps pour quelques questions ? Ouais. Alors, on me demande la référence de l'article sur les anomalies du développement de la dent. Alors, c'est un article publié en 2019. Dont les premiers auteurs sont Muriel de la Durmola et je suis en dernier auteur. Et si vous tapez ça sur PubMed, vous trouvez très facilement. Il est en libre accès.